Aujourd'hui, pour ce premier thème, nous allons parler des lois logement. Je vous propose de découvrir tout de suite nos invités sur l'écran. Jacques Chanu, entrepreneur de bâtiment à Bourgoin-Jallieu, à la tête d'une entreprise familiale de gros œuvres, et également président de la Fédération française du bâtiment, première fédération patronale du bâtiment qui regroupe 50 000 adhérents et représente 2/3 de l'activité du bâtiment et des salariés du bâtiment en France. Bonjour, je suis Yannick Hinouche, le PDG du réseau Exim, réseau de bureaux de contrôle spécialisés dans les diagnostics amiantes, diagnostics immobiliers bien entendu, ainsi que qualité d'air intérieur et tout ce qui contrôle de près ou de loin le logement, le bâtiment. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire à travers 63 agences avec un peu plus de 300 collaborateurs. Bonjour, François Pellegrin, architecte urbaniste en région parisienne, enfin à Paris, avec une petite structure d'une dizaine de personnes. Je suis président d'honneur de l'UNSFA, l'UNSFA étant l'Union nationale des syndicats français d'architectes, qui est à peu près représentée partout sur le territoire sous forme de syndicats départementaux ou régionaux, et qui est donc très attentif à l'évolution des sujets de loi et autres pour s'assurer que le cadre de vie restera de qualité. On va parler de loi logement, on va parler de la loi Pinel, le dispositif Pinel. Qu'est-ce qu'il devient? De la loi Carrez concernant les diagnostics. Qu'est-ce que devient la loi Allure? Et enfin, cette loi que tout le monde attend avec impatience, la loi Elan. Et nous avons également sur ce plateau notre expert Julien Galinier. Bonjour. Bonjour Marie-Laetitia. Alors vous allez nous apporter un peu toutes ces précisions concernant ces lois. On va commencer par la loi Elan. C'est quoi Elan? Alors Elan, c'est évolution pour le logement, l'aménagement et le numérique, tout simplement. Donc voilà, touche à tout, il y a du numérique, il y a du logement, il y a du cadre de vie. Comment est-ce qu'elle s'articule cette loi? Alors elle va s'articuler en 3 points selon le gouvernement. Les 3 points sont libérer la construction, protéger les Français et améliorer le cadre de vie. Donc on verra plus tard si c'est le cas. Pour l'actualité, la loi va passer fin mai à l'Assemblée nationale. Donc j'imagine que vous avez entendu parler de cette loi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, bien sûr qu'on a entendu parler de cette loi, puisqu'il y a eu, je crois qu'il faut le dire, beaucoup de concertations en amont avec les professionnels, en tout cas avec la fédération que j'ai l'honneur de représenter. Une concertation numérique? Non, là, assez directe, hein, pour être tout à fait honnête. Elle comporte un certain nombre de mesures qui sont très positives, qui devraient justement permettre de libérer, en partie pour des raisons de contraintes normatives, la construction, mais à terme. Je crois que ce qui est important, c'est que dans cette loi, il y a un certain nombre de mesures qui ne sont pas à effet immédiat, qui auront des conséquences voulues et recherchées, mais dans 3, 4 ou 5 ans. Ce qui nous permet de dire qu'on est dans la continuité d'une recherche de simplification. Tout ce qui touche à la construction en logement est souvent sur un temps long et qu'effectivement, il faut prendre des mesures maintenant pour qu'elles aient un effet bénéfique, ce qu'on espère tous d'ici 4 ou 5 ans. C'est votre avis aussi, monsieur Hinouche? Alors, mais il y a des sujets dans cette loi qui sont fondamentaux sur la restructuration urbaine, avec la densification aussi des mètres carrés à construire. Et ça va transformer, et là je suis tout à fait de votre avis, durablement les visages de nos villes et de nos périphéries dans les 5 à 10 ans. Parce qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de mètres carrés de bureaux qui vont être en transformation logement parce qu'ils ne sont plus dans les zones adaptées, qu'ils sont plus proches des transports, loin maintenant des centres de décision. Et donc cette loi a déjà psychologiquement, mais aura des effets bénéfiques sur le tissu local et l'aménagement urbain. On va peut-être redensifier ces logements, ces bureaux qui sont aujourd'hui vides, vont retrouver une nouvelle destination. Et ça, je pense que c'est un des points majeurs à court terme de cette loi. On reviendra dans un instant là-dessus avec Julien. Monsieur Pellegrin, vous êtes maintenant président d'honneur, donc vous avez une vision un petit peu plus libre que quand vous étiez président de l'UNSFA. Que pensez-vous de cette loi Elan ? Le regard que nous portons reste le même que lorsque j'étais président de l'UNSFA. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du cadre de vie. Alors quelque part, la loi Elan se veut aussi porteuse d'amélioration pour cette qualité du cadre de vie. L'architecture est faite pour tous, pas réservée à une élite, elle doit être dans le quotidien. L'objectif est louable, mais les modes opératoires nous inquiètent au plus haut point, parce qu'on pourrait voir se banaliser ou marginaliser le rôle de l'architecte. Or, tout ce qu'on a construit dans l'urgence, il y a quelques décennies,
avec généralement une maîtrise d'œuvre et un rôle d'architecte très, très contingenté, aujourd'hui crée la crispation. Je vise les grands ensembles, je vise les entrées de ville boîte à chaussures, je vise les lotissements sans fin. Eh bien, on a l'impression que certains acteurs vont être un petit peu écartés, et c'est le cas notamment de la maîtrise d'œuvre et des architectes. D'accord, donc vous ne vous sentez pas, vous ne vous êtes pas senti écouté. Alors, nous, on a un autre problème, c'est que les architectes sont sous tutelle du ministère de la Culture. La loi Elan, elle est bien tricotée par le ministère de la Cohésion des Territoires. Et donc, mais j'allais dire, être auprès d'un ministère, à l'époque j'avais dit qu'il fallait inventer, qui aurait pu s'appeler le ministère du Développement durable, on a du mal, et preuve en est le texte aujourd'hui, on a du mal à faire entendre la voix de l'architecture et donc des architectes. On va revenir d'ailleurs sur l'édito de votre président Régis Chaumont dans le dernier numéro de la revue. On va regarder ça. Mesdames et messieurs les gouvernants, les réformes de notre cadre de vie ne peuvent se faire à côté de ceux qui sont formés, ceux qui ont l'expérience de terrain et l'imagination de demain. Ouvrez les portes de vos ministères, de l'Assemblée nationale ou de l'Élysée. Entendez les architectes, vous aurez tout intérêt public à les écouter. Quand nous défendons quelque chose, ce n'est pas notre métier particulièrement qu'on défend d'abord. C'est l'architecture, la qualité du cadre de vie. On sait très bien qu'une société, d'abord c'est ce qui va rester dans l'histoire, c'est la trace. Et si la France est une des premières destinations touristiques, c'est certainement, on a cet amour de la pierre, on a cet amour des différents matériaux, j'ai cité la pierre, je peux citer le bois et d'autres. Et il y a donc en France cet esprit, je veux dire, on aime nos villes, on aime nos campagnes, on aime nos atmosphères. On sait aussi qu'on en a massacré un certain nombre. La FFB est entendue comme vous le souhaitez, comme vous le souhaiteriez auprès du gouvernement et des ministères? On n'est jamais assez entendu, bien évidemment, mais on trouve, mais ce n'est pas spécifique à ce gouvernement, que oui, je pense qu'il y a un souci de pouvoir être en phase avec les professionnels sur leurs attentes. C'est très simple, en fait. L'histoire le prouve qu'en général, ce que nous réclamons ou ce que nous proposons est plutôt lié au bon sens et que lorsqu'on n'est pas suivi, ça a un impact négatif assez rapide. Ouais. 2011-2012, qui est une année charnière au niveau politique, donc je ne fais pas de politique en disant ça, on n'a pas été écouté sur un certain nombre de mesures. Le marché, par exemple, de la construction de logements s'est arrêté, quasiment arrêté. Donc on voit bien que ce marché, notamment du logement et de la construction en général, est à la fois très dépendant de son environnement institutionnel, mais c'est aussi, on connaît ces cycles. Il faut 6 mois pour arrêter la machine, il faut 18 mois pour la relancer. Donc, étant donné que cette histoire-là joue plutôt en notre faveur, c'est-à-dire que ce que l'on dit se réalise, je trouve qu'on a une écoute très particulière en ce moment sur ce qui est important pour nos entreprises, pour notre activité et pour notre aménagement du territoire, comme le disait François. Voilà, mauvaises décisions entraîneront forcément des mauvaises conséquences. Les bonnes décisions entraînent systématiquement la création de richesses sur l'ensemble du territoire et donc la création d'emplois. Julien, on va revenir vers vous pour détailler un petit peu plus. Quels sont les points sensibles, Elan ? Oui, parce qu'on ne pourra pas tout voir, bien sûr. On va commencer par le crédit d'impôt à la transition écologique, donc le CITE, qui a été prolongé cette année. Alors, c'est une bonne chose. La FFB, je crois, voulait que ce soit prolongé. La logique doit être budgétaire. De prolonger un crédit d'impôt transition énergétique, écologique, en l'appelant comme on veut, mais de couper par 2 l'engagement financier, ça veut dire que ça aura 2 fois moins d'effets. Voilà, c'est très simple. Et l'idée de transformer ce crédit d'impôt en prime, ce qu'on appelle déjà la prime Hulot, au 1er janvier, est une très bonne idée sur le principe. C'est beaucoup plus simple, un chèque qui est une prime au moment de la réalisation des travaux, qu'un crédit d'impôt, notamment pour ceux qui ne payent pas d'impôt, il faut qu'ils attendent l'année d'après. Enfin bon, bref, il y avait un décalage et une complexité pour la plupart de nos concitoyens. Le système de la prime est très bien. Mais quand vous passez d'1,8 milliard à 900 millions, ça veut dire que nous estimons que le prétexte de la prime et surtout la justification d'une division par 2 du budget adéquate pour ça. On s'est menti pendant des années en laissant croire, et nous les premiers, ou en croyant réellement, que les travaux pouvaient être payés par l'économie d'énergie elle-même. C'est-à-dire que l'économie sur la facture de chauffage permettrait, dans un délai raisonnable, de payer les travaux. On sait aujourd'hui que c'est faux.
il faut absolument qu'il y ait des systèmes incitatifs. Et donc, c'est pas en les divisant par 2 qu'on multipliera par 2 le nombre de travaux liés à ça. La loi logement va dépendre énormément de la loi finance 2018. Mais comme toujours. Alors là, on peut nous raconter tout ce qu'on veut. Il y a des grandes annonces même d'une tendance, mais puis il y a la loi de finances. Voilà. Qu'une loi de finances doit être en cohérence avec les annonces politiques. Sinon, ça veut dire que les annonces politiques étaient illusoires. D'accord. Alors, autre point, donc le prêt à taux zéro, qui est également reconduit, donc jusqu'en 2021 pour les zones A, B1 et A bis, pardon, j'ai oublié A bis, voilà. Donc il est également maintenu en zone B2 et C, donc ça c'était aussi une demande de la FFB et de pas mal de monde, donc c'est tout ce qui est zone rurale, pendant 2 ans. Alors là c'est pareil, après les 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Avant ça, il a déjà été raboté lors de la loi de finances de 2017, et on voit déjà les premiers effets d'ailleurs sur le nombre de ventes et de lancements de chantier dans ces zones-là. C'est ce que je disais à madame tout à l'heure. Les mêmes causes ont les mêmes effets. C'est-à-dire que lorsque vous rabotez, supprimez, réduisez, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent le faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, qui peuvent le faire. Le prêt à taux zéro est un outil essentiel qui permet notamment à nos jeunes de pouvoir acheter pour la première fois leur logement, qu'il soit dans l'individuel ou du collectif. Or, si vous avez un prêt à taux zéro uniquement dans les grandes métropoles ou en périphérie de celles-ci, vous risquez de déstabiliser les territoires un petit peu plus lointains qui sont pourtant remplis de gens qui aimeraient pouvoir construire, qui aimeraient pouvoir acheter sur leur territoire, parce que c'est là où ils vivent, où ils travaillent, et de supprimer à terme le prêt à taux zéro dans les zones dites détendues, est à mon avis très forte, et on devra y revenir. Une des solutions pourrait être aussi ce qu'on appelle les zones de projet. Au lieu d'un zonage très administratif, les A, A', B1, B2, qui sont en fait des contours administratifs, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur des zonages de projet? Par exemple, dans les zones détendues, on voit bien qu'il y a quelquefois dans ces petites villes, ces centres-bourgs, des endroits où il y a une plus forte demande, autour des gares par exemple. On n'est pas obligé de mettre toute une ville dans une zone, ou pas, et simplement de se concentrer sur un certain nombre de projets. Et là, avec un lien direct avec la préfecture. C'est, par exemple, un des amendements que l'on va porter lors des discussions parlementaires. Les dérives qu'on a connues avec des constructions de 200 logements qui sont vides ont été désastreux pour les villes. Par contre, de concentrer 30 logements qui sont nécessaires autour d'une gare pour permettre aux jeunes d'aller travailler là où il y a de l'emploi, mais de pouvoir loger dans la petite ville, ça aurait du sens. Ouais, vous parliez de bon sens tout à l'heure, effectivement, ça en a. Complètement. Merci. Alors, monsieur Hénoux, je l'ai dit tout à l'heure, la transformation des bureaux en logements. Alors ça, c'est pareil, j'ai une question là-dessus. C'est est-ce que ça va vraiment être possible? Est-ce qu'avec tout ce qui est Airbnb, etc., est-ce que les logements qui vont être créés vont pas servir plutôt à du tourisme plutôt qu'à reloger les mal logés? Bon, alors, pas du tout, mais j'enfonce pas une porte ouverte, mais c'est une certitude. D'abord, laissons de côté le meublé, parce que c'est en cours d'être réglementé, et je crois qu'aujourd'hui... non, pas tout n'est déterminé, mais je ne pense pas que le risque de créer de nouveaux logements soit l'appel d'air de la location meublée en short time. Est-ce que c'est possible? À la fédération, ils vous le diront. Bien sûr que c'est possible. Après, il y a des risques qu'il faut savoir maîtriser. Hein, ça, c'est notre job. Est-ce qu'il y a des risques amiantes? La gestion des flux électriques, l'accompagnement énergétique de ces logements qui sont souvent pensés pour des utilisations de jour. Maintenant, il faut que ça soit des utilisations de vie complètes. Donc ça, je pense au VMC, je pense au chauffage, aux aérations, etc. Au parking? Exactement. Parce que là, la réglementation n'est pas la même en termes de parking. S'il vous faut 2 parkings par logement, eh bien, en général, vous n'avez pas la place physique de pouvoir les faire et vous pouvez pas. Alors, d'après la loi, ça évolue beaucoup cette histoire du parking. Oui. À Paris, par exemple, aujourd'hui, quand on fait du logement, on n'a plus le droit de faire de parking. Hein. Oui. C'est même interdit. Oui. Alors qu'il y a quelques années, il fallait. Mais tous les PLU ne ressemblent pas à ceux de Paris aujourd'hui. Mais en périphérie. La loi prévoit. En fait. La loi prévoit de pouvoir déroger au PLU. Mais il faut. Le projet de loi prévoit de pouvoir déroger. Mais la transformation bureau-logement, les architectes, j'en ai personnellement fait un certain nombre. Et d'ailleurs, il y a des immeubles qui s'y prêtent très bien. L'immeuble haussmannien, qui est une spécificité parisienne, il a passé sa vie à être transformé. Voilà. Mais c'est un signal fort pour l'avenir, parce que quand on construit aujourd'hui du logement, jamais j'ai entendu un bailleur social me dire, au fait, faut penser à la reconversion de ce bâtiment dans 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, la loi nous impose... Notre devoir collectif, et c'est ce que nous défendons à l'UNSFA, les architectes ne prétendent pas fabriquer cette qualité tout seuls. Hein, c'est une chaîne d'acteurs solidaires. Mais au moins, ayons ensemble
de ne pas recommettre les erreurs du passé. C'est tellement simple de se dire que quand on va dessiner un quartier, quand on va proposer, je suis parfaitement d'accord avec l'imaginer, de mettre du Pinel. Voilà, donc ce bon sens, il devrait être totalement partagé, mais le mode opératoire qui s'ensuit doit être finement examiné pour être sûr qu'il servira à noble cause. On va avancer, Julien, sur d'autres points, notamment sur la transformation des logements 100% accessibles et 100% adaptables. Alors là, ça c'est une nouvelle mesure aussi. Donc là, on vient de tout chambouler. Avant, il fallait que tout soit accessible. Maintenant, il faut que ce soit adaptable, par exemple avec des cloisons amovibles. Est-ce que ça, c'est pareil pour les architectes? Je vais dire quelque chose de très politiquement incorrect, mais... mais vous êtes président d'honneur de l'UNSFA, oui, donc vous avez la parole libre. Si on y réfléchit, cette ancienne réglementation accessibilité, elle handicapait 95% des valides. Il fallait se souhaiter presque d'avoir un handicap provisoire pour pouvoir enfin apprécier le fait d'avoir une entrée et un dégagement dont la surface était supérieure à celle du séjour. Et voilà. Sanitaire compris. Enfin, on arrivait quand même à des systèmes aberrants. Alors, on sera tous un jour atteints. Donc, les architectes et nous tous ici avons le plus grand respect pour cette préoccupation. Donc là encore, il fallait revenir au bon sens, parce que derrière, c'est du mal-vivre, je veux dire. C'est du mal-vivre parce qu'on est dans des surfaces étriquées, et c'est des surcoûts aussi, parce que ça demande des aménagements spécifiques. Donc, laissons les choses avec plus de souplesse, et c'est ce qui se dessine. Néanmoins, quand on regarde, et nous, on les dessine, donc on sait très bien, quelquefois, cette apparente simplification s'est traduite par des exigences encore plus dures. On n'est pas prêt de diminuer encore la taille du WC ni de la salle d'eau accessible, parce que ça prend encore des proportions énormes. Voilà. Donc il faudra toujours 1/10 de logement accessible par bâtiment. Oui, mais ça nous semble bien d'avoir un quota de... C'est plus facile à faire dans la construction neuve que dans la rénovation. Dans la rénovation, les cloisons sont très compliquées. Nous, on est tout le temps dans des immeubles anciens, et on les audite, on les contrôle, etc. Et c'est vrai que quand on est en amont des projets, comme on évoque cage d'escalier, ascenseur, pour ne pas dire toilette et salle de bain, alors là, la complexité est autre. Et là, l'art du BTP et de l'architecture sont hyper importantes, parce que on voit, nous, on est tous les jours dans les bâtiments anciens. Hein. Aujourd'hui, tenir compte de ce type de entre guillemets, contraintes sociétales dans l'art nouveau, c'est compliqué. Bon, on va avancer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de points à voir sur cette loi Elan. On va revenir sur le choc d'offres dont vous parliez tout à l'heure. Julien, sur cette nouvelle émission, on va diffuser à chaque fois quelque chose sur l'écran, une vidéo. Quelle est celle que vous avez sélectionnée? Alors nous sommes allés à la Convention nationale de LCAFFB, où Julien Denormandie, le secrétaire d'État donc à la cohésion des territoires, est venu s'exprimer sur la loi logement. Et on a interviewé du coup Patrick Van Drome, le président LCAFFB, sur ce fameux choc d'offres et ce qu'il en pensait. Le choc d'offres, bon, pour l'instant, on est encore loin du terrain, et on le voit d'ailleurs. Bon, on le voit, les premiers chiffres au niveau du logement, sont quand même, au niveau des prises de commandes, sont quand même extrêmement mauvais. Hein. Depuis 3 mois, la maison individuelle, c'est moins 17%. La promotion dernier trimestre, c'est moins 3%. Je crains que 2018 soit une année à la baisse, et qu'on en subisse les conséquences au niveau, disons, des chantiers dès 2019. Alors, est-ce que c'est votre avis à vous aussi, messieurs? Monsieur Hainouch? Il s'avère qu'on est dans un cycle qui se stabilise. Ça ne veut pas dire qu'il baisse un petit peu, mais aujourd'hui, il est très difficile de dire si on est sur un cycle qui commence à devenir réellement baissier. Le marché de la maison individuelle est plutôt dans les territoires dits détendus, c'est-à-dire où le prix du foncier reste accessible pour tous. Et lorsque vous reniez le prêt à taux zéro sur ces zones-là, forcément, ça a un impact fort. Sur la promotion, c'est exactement le même effet. J'y rajouterais aussi les tensions qu'il y a eu au niveau du monde HLM et qui a créé un attentisme sur les commandes. Donc tous ces éléments en fait, d'instabilité de l'environnement institutionnel ont créé cette baisse d'activité. On voit d'ailleurs que le marché du logement ancien, lui, continue d'être très actif. Je crois qu'il y a un vrai problème de solvabilisation de ceux qui veulent acheter du logement neuf, et que dès qu'on touche un tout petit peu le curseur, eh bien, il y a une frange de la population qui n'est plus solvable pour acheter leur logement. Dès que vous supprimez, vous baissez de 10 ou 15% l'aide, ça passe pour rentrer dans ces sens. Alors je sais que M. Pellegrin avait envie de réagir. Oui, parce que sur la maison individuelle, je pense aussi qu'il y a peut-être une évolution qu'on ne sous-pèse pas de la demande.
Un jeune couple, oui, il rêve de sa maison individuelle, voilà. Sauf que quand on regarde la réalité, elle finit par coûter très cher, cette maison individuelle qui est à 5 km du village. Voilà, pas l'interdire, la maison individuelle, tout le monde en rêve. Mais faire justement, toujours retour au bon sens, aller conforter un centre-bourg en rénovant des maisons, mais aussi en construisant quelques maisons neuves dedans, et évitons d'aller faire le lotissement à 2 km du village qui va coûter cher à la commune, ramassage scolaire, poubelle, machin. Pollution. Et on devrait presque coupler cette construction neuve avec de la revitalisation de bourgs anciens qui a plein de potentiel. Au lieu d'aller dans une maison individuelle, dépenser beaucoup d'argent, pourrait peut-être revenir dans le centre. Juste un mot, je suis d'accord avec l'analyse, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Aujourd'hui, la demande, notamment des jeunes couples, c'est d'avoir un peu de jardin, parce qu'il y a souvent un enfant qui arrive, et que c'est vrai que cette culture de la maison individuelle est forte dans notre pays, dans un pays qui ne manque pas de terrain. Je crois qu'il faut le rappeler. On ne peut pas, me semble-t-il, être dans une économie totalement dirigée par rapport à ça, et que l'envie des gens est une réalité. C'est vraiment une prise de conscience politique qu'il faudra là aussi accompagner. Je sais que le temps est compté 20 secondes, mais je corrobore, et à la fois, là où je rejoins le président des architectes, on ne peut pas laisser nos villages et nos villes dépérir dans les centres urbains, ne serait-ce que parce qu'il y a du commerce de proximité qui est en train de fuir les centres urbains, on a les écoles qui se vident, on est en train historiquement d'avoir des bourgs qui sont en train de se vider, c'est de rénover les centres urbains pour relocaliser l'activité économique dans les bourgs. En tout cas, on a bien fait de vous inviter tous les trois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là où le marché est à 2 000 € et qu'au final, entre l'achat, la réhabilitation et autres, ça coûte 3 000 €, il faut bien trouver un système. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre de l'argent là où il n'y en a pas besoin, mais par contre, d'être capable de trouver de la subvention et non pas du prêt, là où il y en a besoin et où un engagement politique se traduit par une réalité économique et pratique. Alors cette loi Élan fait beaucoup parler. Donc c'est parfait, mais on va quand même continuer et poursuivre avec cette loi Allure. Qu'est-ce qu'elle devient ? La loi Allure, c'était notamment pour la mixité, logement social, logement privé. La loi Allure avait de grandes contraintes administratives, notamment, j'allais dire, presque de paperasse. Donc ça, il y a une volonté notamment de dématérialisation autour de ça qui devrait la simplifier. Que ça a complexifié, donc surenchéri le coût. Il y avait des bonnes choses dans la loi Allure, comme par exemple le maintien d'un taux, je sais qu'il y a un certain nombre d'élus qui ne sont pas d'accord avec ça, mais d'un taux de logements sociaux par commune. Par contre, il y a des choses qui sont réellement bloquantes pour le marché, comme l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, qui est une mesure théorique, dogmatique, j'allais dire. Vous allez acheter quelque chose, mais vous n'en aurez pas la maîtrise en termes de locatif. Comme par hasard, l'encadrement des loyers se fait dans les zones très tendues. C'est-à-dire là où il manque du logement, là où effectivement les prix augmentent parce qu'il manque du logement. C'est le nombre de logements qui permet de limiter le coût. Et donc ce qui est important, c'est plutôt de libérer la construction et la capacité de projet. Je sais qu'à Lille, il y a une volonté d'encadrer les loyers qui a été cassée par l'ordonnance. Bref, vous verrez, moi je reste persuadé que sur une ville comme Lille, si réellement un jour c'est mis en place, ça sera à terme désastreux en termes de construction, réhabilitation. On a pris beaucoup de temps là sur ce débat, sur cette émission. Je sais, Monsieur Chanu, que votre temps est très précieux et que vous avez un rendez-vous. Donc on va vous laisser quitter ce plateau. En tous les cas, merci infiniment d'être venu pour partager votre avis sur la loi. Avec plaisir. Élan. À très bientôt. À bientôt. Et nous, on va continuer, Julien, on va parler de la loi Pinel, du dispositif Pinel. C'est ça. Donc, alors, que devient-il ? Alors, ce fameux dispositif Pinel donc, a été maintenu donc, cette année en 2018 et il va être prolongé pendant 4 ans en zone A, A bis et B1. On ne va pas rappeler tout ce que ce dispositif permet. Et ça encore, ça va permettre une réflexion de 4 ans pour savoir ce qu'on va faire après. Le Pinel a montré ses limites lorsque c'était un produit de pure défiscalisation. Mais on peut lui retrouver un sens, comme on l'a décrit tout à l'heure, en allant justement se pencher sur les bourgs anciens, sur tout ce qui a besoin d'être revitalisé. Et c'est plus de l'offre de masse, c'est de l'acupuncture urbaine. Oui, mais je crois que le sujet il est quand même plus important que la loi Pinel d'aujourd'hui, les 4 années du dispositif. C'est l'accès au logement des Français. On l'évoquait tout à l'heure avec M. Chanu, il manque 1,5 million de logements.
Alors certes, la loi Pinel on fait produire entre guillemets peut-être 50 000 par an, mais l'enjeu est majeur. Et je ne pense pas que le gouvernement attende et traîne ses souliers sur le sujet. L'objectif, c'est vraiment et la loi Elan, je pense, nous donne cette souplesse et cette flexibilité de demain dans la rénovation urbaine, on le dit, on le redit, et puis dans la création de nouveaux logements ou de réadaptation d'anciens bâtiments, que ce soit des logements ou des bâtiments de centre-ville, en logement. Et ça, c'est fondamental, je crois. Justement, et que faire, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça va mettre 3, 4 ans, 5 ans à se mettre en place. Donc que faire entre-temps? Et le marché avance et de toute façon, comme on disait, nos métiers sont des métiers de temps long. Rénovation énergétique. Regardez, la rénovation énergétique, on en parlait déjà il y a 25 ans, le temps qu'on a mis en place, ne serait-ce que pour rendre étanches nos habitats, ça met du temps. Pardonnez-moi, mais sur le sujet de la rénovation énergétique, je pense qu'en France, on s'est pris les pieds dans le tapis dès le début, en parlant justement que de rénovation énergétique. L'enjeu, c'est la requalification architecturale. Voilà, aujourd'hui, j'espère qu'avec ce spectre élargi, on va arriver à entraîner davantage les copropriétés. Je ne sais pas si on va revenir encore d'un mot sur la loi Elan ou pas, mais moi, je ne veux pas quitter ce plateau avant d'avoir poussé un coup de gueule au nom de l'UNSFA sur 2 sujets très précis. Alors, allez-y, c'est carte blanche. J'allais parler de l'ouvrage de M. Hénouche. On en parlera juste après. Allez-y. Alors, si vous voulez, cette loi Elan, aujourd'hui, telle qu'elle est écrite, s'avère comme une grave menace sur 2 points précis. Le concours d'architecture et l'amputation de la loi MOP, la loi sur la maîtrise d'ouvrage public. C'est le monde HLM qui a montré l'exemple, qui, avec les architectes, avec les urbanistes, ont porté l'innovation, tant au plan de l'urbanisme qu'au plan de l'architecture. Et c'est ceux-là même qui, aujourd'hui, ont l'air de laisser entendre qu'un concours d'architecture, pour eux, c'est plus d'argent, c'est plus de délai, et qu'il faudrait donc s'en passer, alors que c'est au contraire un challenge, que finalement, ce n'est pas du temps du tout perdu, parce que dans le jury du concours, il y a l'élu, il y a le maire. Autre chose, c'est sur l'amputation, voire la disparition peut-être, le souhait de voir disparaître, pour certains, la loi MOP, c'est la loi sur la maîtrise d'ouvrage public. Cette loi a été écrite après le constat d'échec de tant de politiques qui étaient purement techniques. Alors je parlais de la construction avec le chemin de grue, avec des marchés cadres qui étaient donnés aux grandes entreprises. Eh bien, c'est ce retour que la loi Elan propose avec les contrats globaux et donc un rôle minoré des concepteurs. Et là, c'est une grave erreur parce que c'est directement porter atteinte à la qualité du cadre de vie. Malheureusement, on s'en rendra compte dans 20 ans. Or, aujourd'hui, nous, ce qu'on lit dans la loi Elan, c'est cette volonté de retourner sur les contrats globaux, sur une marginalisation de la maîtrise d'œuvre, sur la casse aussi des petites et moyennes entreprises, parce que si on privilégie les marchés globaux comme la conception-réalisation, c'est évident que c'est un jeu à guichet fermé avec les grands de ce monde, avec les grandes entreprises, et que le monde de l'artisanat ou des petites sociétés risque de passer à la trappe. Voilà. Et donc ça, l'UNSFA veut continuer à se battre bec et ongle, pour faire entendre à nouveau le bon sens. Parce que c'est qu'un projet, le concours d'architecture, on s'est encore dans les dossiers pour peut-être... bien sûr, il faut se bagarrer avant. Oui, moi je pense qu'il faut à la fois se bagarrer, mais peut-être proposer aussi des choses qui fassent que les 500 000 logements qu'on doit construire en France, on arrive réellement à les construire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que l'UNSFA a rencontré un député le 20 avril dernier à l'Assemblée nationale. Alors je ne sais pas si vous faisiez partie de ce groupe de personnes, donc on ne connaîtra pas, pour l'instant on ne connaît pas le bilan de cette rencontre. Ouais. Donc peut-être qu'ils auront évoqué ce sujet. Des grandes personnalités ont écrit et ont pris parti pour non pas pour les architectes, mais pour la qualité du cadre de vie, étant entendu que cette qualité se fait dans le cadre de concours, dans le cadre d'une mission et d'une présence des architectes sur le chantier. Vouloir supprimer la présence de l'architecte sur le chantier, c'est-à-dire, alors, d'abord on va fabriquer de très mauvais concepteurs, et puis on va laisser le champ libre à des entreprises qui n'en feront qu'à leur tête. Oui, on va retirer ce côté passion. Non, mais il n'y a pas que le côté passion. C'est que si vous n'êtes pas là pour rappeler le bon geste et ce qui est prévu dans le contrat, il y a de fortes probabilités, parce que toutes les entreprises ne sont pas vertueuses, même si elles le sont majoritairement, qu'on ne mette pas le produit qui a été prescrit.
et que l'on ne mette pas la qualité qui est attendue. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de réglementations. Exim est né quelque temps après la loi Carrez. De quelle manière justement est-ce que vous arrivez à vous adapter à toutes ces nouvelles réglementations, ces nouvelles lois? Alors c'est vrai qu'on est dans un milieu et dans un environnement où la réglementation fait loi. Mais la réglementation, il faut savoir pourquoi elle a été faite et pourquoi elle évolue régulièrement. D'abord, c'est le principe de précaution, connaissance des logements. On évoquait tout à l'heure le bien-être chez soi, dans des lieux en sécurité. Nous faisons 80 000 missions par an et nous sommes dans les bâtiments anciens. On parle là de construction depuis tout à l'heure. Et la construction, c'est quoi? C'est 80, 100 000 logements les meilleures années par an. C'est 1% du parc. C'est 1% du parc. Mais il faut penser à ces dizaines de milliers et ces plusieurs millions d'habitations qui existent et qu'il faut rénover, qu'il faut adapter sur de la performance énergétique, sur la qualité d'air intérieur. Alors on parlait de la loi Elan, on parle de la construction, mais demain c'est le parc. Quel est l'état du parc immobilier en France aujourd'hui? C'est l'objet de votre livre? Oui, tout à fait. Moi j'ai écrit un livre issu de toutes nos expériences. Je disais qu'on faisait 80 000 missions par an. Nous on est tous les jours. Il y a des dizaines de collaborateurs de nos métiers, de notre filière et aussi d'Exim dans les logements de nos concitoyens. Et tous les jours on constate des désordres. On parlait du bien-être. 47% des logements en France ne sont pas ventilés. Il faut avoir ces cartes de santé du bâti. Je vous remercie je ne vois pas pourquoi tout ça a disparu de la loi Elan. Enfin, on a beaucoup de mal à comprendre la logique. On a amélioré le parc automobile et je sais que le temps nous presse, mais on a amélioré le parc automobile. Maintenant, on a des voitures qui roulent. Il faut aussi urgemment continuer à améliorer notre parc immobilier. Vous avez vu, c'est un sujet dense. On aurait pu faire 2 heures peut-être sur ce sujet. Merci beaucoup, Julien. On va se retrouver très bientôt pour parler du travail détaché. Encore un sujet bien intéressant et bien dense. Et nous aurons Juliette Chapelle, avocate au cabinet Chapelle, et Philippe Gruat, président de la FIB. Voilà, ce sera dans un autre numéro très prochain. À très bientôt.